et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour se parler en toute quiétude de tout ce qui fait votre vie. La ligne est ouverte au 39 21. Alors, si vous voulez nous parler de vous, si vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu empêtré dans une histoire, eh bien, appelez-moi sans plus attendre. Et si vous vous retrouvez dans une histoire, si cela vous donne envie de partager votre expérience, d'apporter votre soutien, vous pouvez à tout moment nous rejoindre au 39 21 pour dialoguer avec nous en direct à l'antenne. Ou si vous êtes un petit peu plus timide, vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Ce soir, au standard, vous serez accueillis par Justin et Quentin sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Et justement, des courriels qui nous parviennent de l'étranger, des États-Unis, plus précisément Cécile, qui habite actuellement à Los Angeles et qui nous écoute donc par Internet et que je salue. Et puis Keiko qui me dit, je vous écoutais au début de votre programme lorsque j'étais à Paris et trouvais votre voix bien aiguë. Maintenant, j'habite en Californie. Il est 15h28, presque tous les après-midi quand je vous écoute. J'écoute toujours votre programme et je trouve votre voix normale. Donc finalement, avec le décalage horaire, tout s'arrange, tout va bien. Allez, on va tout de suite accueillir Emma. Bonsoir, ma chère Emma. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps, oui. Ça fait très longtemps. Ah oui, quand on parlait de mail, quand j'ai eu votre mail sous les yeux là en arrivant ce soir, je me suis dit mais on va tout de suite rappeler Emma. Alors pour les fidèles de l'émission, évidemment. Ce prénom leur dit forcément quelque chose puisque on vous a connu lorsque vous faisiez votre internat de psychiatrie. Ah oui, c'est vrai. Même avant. Oui, c'est vrai. Oui, le temps passe vite. Oui, vous n'étiez pas encore interne. Non. Ah oui, c'est vrai. Au début, même pas. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. J'étais même pas interne et maintenant j'ai fini mon internat. Oui, puisque maintenant vous êtes psychiatre. Oui. Donc, on vous a pas connu quand même en primaire. Il faut pas exagérer. Non. Mais enfin, vous avez gravi. Mes études de médecine, en fait, quasiment. Vous commenciez ? Quasiment, oui. Ben oui, remarquez, ça ne me rajeunit pas, moi, tout ça, mais oui, vous avez fait un brillant parcours. Donc, alors. Normal. Non, mais vous savez que il y a notre majesté Georges qui demande de temps à autre. Il dit mais que devient Emma ? On ne l'entend plus. Et alors notamment au moment où on a fêté les 10 ans de l'émission, beaucoup. Et c'est vrai que j'ai regretté de ne pas vous entendre à ce moment-là. Je disais j'aurais bien aimé vous avoir en ligne à ce moment-là. Et c'est vrai que Georges, il est pas là, je crois. Ce soir, mais me demandait, parfois m'envoyait des petits messages, en me disant mais qu'est-ce qu'elle devient Emma, et je me disais elle doit être très très occupée, c'est ce que vous me dites. Oui, vous faites des gardes. Oui, j'en ai beaucoup, même encore maintenant, donc c'est pas toujours simple d'écouter. En fait, j'écoute plus l'après-midi, donc c'est difficile de réagir. Ah, vous restez fidèle. J'écoute. Vous écoutez un podcast. Ouais, mais du coup, on peut pas réagir comme ça. Oui. Alors que vous interveniez, c'était vraiment toujours un bonheur de vous entendre, puisque vous interveniez beaucoup sur des sujets dans lesquels, en plus, vous pouviez apporter directement vos compétences. Donc. Et donc là, comme j'ai des gardes 1 à 2 fois par semaine. C'est beaucoup. Du coup, non mais c'est garde ou demi-garde, donc bref, voilà. Du coup, ça coince un petit peu pour écouter le soir.
Oui, en effet, oui, bah ça je comprends. Oui, ça je. Et vous êtes de garde, donc vous faites des gardes de nuit. Vous êtes de garde toute la nuit. Ah oui, on fait 24 heures. Ah oui. Il vaut mieux pas venir me voir vers 4-5 heures du matin. Parce que dans ces cas-là, je suis pas très en forme. Donc ces dates, je mets dans un lit et on hospitalise, mais je réfléchis plus trop à ce temps-là. Je suis plus trop capable de réfléchir. Oui, vous êtes explosé de fatigue. Ouais, il faut pas que ce soit trop compliqué. Mais pourtant, vous êtes exposé constamment à des cas compliqués. Ah oui, on diffère la complication dans ces cas-là. Vous travaillez à l'hôpital, aux urgences psychiatriques. Il y a déjà des messages qui arrivent pour vous, Sergio, qui vous embrasse très fort. Il y a Coco également qui est là, et puis il y a Jean-Paul également qui vous salue. Voilà, parmi ceux qui sont heureux de vous entendre. Je les salue tous. Donc vous êtes et alors comment ça se passe quand vous êtes de garde? Après vous récupérez comment? On n'a pas le droit de voir les patients le lendemain. Oui. On a le droit de travailler, mais on n'a pas le droit de voir des patients le lendemain. Donc, en général, on a notre journée, mais bon, on part pas avant midi, en général. Donc, après, on dort un peu. Enfin, il y en a qui n'arrivent pas. Moi, je dors. Et puis voilà. Puis on repart le lendemain. Ah oui, c'est un rythme assez lourd, hein. Et vous faites ça, ça fait combien de temps là maintenant que vous êtes dans cette structure? Je suis diplômée. Oui, je sais pas le dire. Ben oui, ça fait quoi, 2 ans déjà? Non, ça fait 1 an. 1 an, ah oui, 1 an. Un peu plus d'1 an. Et vous comptez un moment. 1 an et demi que je suis TG, mais ça fait un peu plus d'1 an seulement que je suis diplômée complètement. Et vous comptez un moment vous installer en libéral parallèlement? Non. Non? Non. Non, j'ai une surspécialisation qui se fait à l'hôpital, donc. Qui se fait à l'hôpital, oui. D'accord. Non, pour le moment, je vais rester à l'hôpital. Je suis très bien à l'hôpital. L'équipe est super sympa. Enfin, voilà, c'est intéressant, ça bouge, ça change tous les jours. Vous êtes en région parisienne? Ouais. Oui. Ouais. Donc, moi, j'adore ce que je fais. Donc, non, pour le moment, je suis restée à l'hôpital. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est passionnant. C'est là où vous voyez les situations les plus. Moi, je vois les patients les plus fous. Ben, vous voyez, oui, les situations, j'allais dire, les plus complexes, oui. Ben oui, évidemment. Les plus fous et quand ils sont le plus mal. Donc, on voit tous les trucs, enfin, tous les patients tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut imaginer. J'ai des dizaines d'histoires complètement loufoques. Enfin bref, mais c'est parfois un peu dangereux, mais voilà, mais sinon c'est sympa. Enfin. Vous êtes dans une équipe où il y a une bonne cohésion d'équipe. Oui, il faut, parce que sinon c'est trop dur, les urgences. C'est important, oui, parce que les urgences, c'est quand même très lourd, puisque vous voyez effectivement des gens qui parfois peuvent avoir un profil, comme vous dites, où il peut y avoir une dangerosité, et puis il y a une grande souffrance, il y a des gens qui sont dans une grande souffrance. Tout venant, c'est-à-dire que les flics arrivent, nous déposent n'importe qui, n'importe comment. Oui, c'est ça, il y a des gens aussi bien dans une... Voilà, et pouf, ils nous déposent et allez, débrouillez-vous. Bon, d'accord. Et oui, c'est ça. Vous êtes un peu dans un rôle de pompier aussi. C'est aussi... un peu... on sait pas... Enfin, parfois, on n'a même pas leur identité. On sait même pas de quel pays ils viennent. Enfin, ils parlent, on sait pas quoi. Parce que quand ils délirent, ils peuvent même pas parler. Enfin, on sait même plus ce qu'ils parlent. Enfin, voilà, c'est... Ils restent hospitalisés. Ils ne restent pas hospitalisés chez vous? Non, chez moi, non. Ils sont ils passent, hein, ils sont de passage, oui. C'est pas un peu frustrant, justement, dans cette pratique, au fond, de ne pas pouvoir instaurer un suivi avec eux, puisque vous êtes confrontés, c'est très riche. Malheureusement, il y en a qu'on revoit régulièrement. Parce que ils décompensent, puis on a nos abonnés, hein.
On a nos gros troubles de la personnalité qui viennent régulièrement. Voilà. Ah, monsieur machin, madame trucmuche. Bon. Donc, voilà, il y a cela. Et sinon, ce qu'il y a, c'est que les structures, c'est toujours les mêmes. Donc, on appelle pour avoir des nouvelles, pour savoir ce qu'ils deviennent. On a beaucoup de contacts avec les médecins des autres structures. Donc, on arrive à savoir ce qu'ils deviennent. Mmh. Oui, parce que vous faites beaucoup un travail d'orientation aussi. Oui. On fait que ça, en fait. On reçoit les patients. Vous orientez. Ouais. Il y a Coco qui vous demande, est-ce qu'il y a une situation qui vous a plus particulièrement marqué ou, je ne sais pas dans quel sens d'ailleurs, ou touché ou enfin marqué, oui. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Enfin, il y en a beaucoup pour plein de raisons. Autant... Enfin, je veux dire, il y en a tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais quasiment. Autant quand c'est des petits jeunes, enfin, des ados qui décompensent, qui délirent. Voilà, c'est touchant. À l'inverse, quand on a des psychopathes qui commencent à nous taper dessus, c'est hyper dur aussi. Après, on a des très fous, enfin très psychotiques, très schizophrènes, très délirants. On a des histoires aussi complètement folles. Enfin, des gens qui arrivent en disant j'ai un implant dans le ventre extraterrestre, il faut me le faire retirer. Enfin, mais oui. Voilà. Oui. Bon, c'est pas grave, monsieur. Oui, il faut vraiment. Vous installer là. Ben oui, il faut vraiment calmer, le délire, oui. Oui. C'est ça, mais on a des histoires comme ça. Moi, j'en ai un comme ça qui m'a appelé des renseignements généraux devant moi et qui nous a passé au téléphone. Enfin, on a des trucs comme ça tous les jours. Mais après, des histoires, on en a tous les jours, des histoires. Mais c'est ça aussi qui fait la richesse du métier, sinon on ne le ferait pas. Enfin. Oui, c'est-à-dire que ça compense finalement, quand je parlais peut-être de frustration de ne pas pouvoir être dans un suivi, il y a une telle diversité dans les situations que c'est une vraie richesse. Vous êtes confronté aux urgences, c'est dans ce que vous nous décrivez là, c'est foisonnant en même temps. Oui, et puis, moi je sais que, j'ai des perspectives qui font que je le ferai pas toute ma vie. Oui, parce que ça doit être épuisant quand même. C'est ça, et puis il faut un certain caractère aussi pour le faire. Moi j'aime bien quand ça bouge, quand ça change, quand c'est dynamique. Il y a plein de gens qui ne le font pas parce qu'ils ont la trouille. Hein. Enfin, ils ont authentiquement peur des patients agités. Ils ont peur d'aller attacher un patient. Parce que c'est ça la réalité quand même. Hein. Il faut pas avoir peur d'aller courir derrière quelqu'un. Mais oui. Et de courir après dans la cour de l'hôpital et pour aller le récupérer et l'attacher sur un lit, quoi. Pour pas qu'il se mette en danger. C'est un peu ça. Bien sûr. Parfois les choses. C'est pas tous les jours comme ça, hein, mais heureusement. Parfois c'est comme ça. Heureusement, oui. Alors j'ai un message là du subversif plus personnel qui demande, parce que c'est vrai que vous aviez appelé pour vous parfois en disant, et qui demande est-ce que vous avez trouvé enfin à soigner ces terribles migraines non. Et oui, ça doit pas vous arranger ce rythme aussi de nuit, ce décalage comme ça de sommeil. C'est pas pire. Non, mais bon. Ça peut difficilement être pire. Donc, je sais pas si, mais c'est pas pire. Bon. C'est pas pire. Mais bon, non, on n'a pas trouvé. Mais c'est pas grave. Bon. Ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de... Enfin, j'ai décidé que ça m'empêcherait pas de travailler ni de faire ce que j'ai envie de faire. Donc finalement, vous passez un peu au-dessus. Bah, il faut, sinon je vivrais plus. Hein. Si je m'arrêtais à chaque fois que j'ai mal, je m'arrêterais tous les jours. Donc, voilà. Un jour sur deux, c'est plus possible après. Donc, voilà. C'est pas grave, enfin, c'est pas mortel, c'est pas drôle. Ah non, heureusement c'est pas mortel, mais enfin c'est pas drôle, oui. Ouais. Enfin peut-être oui, mais que bon. Enfin, voilà, c'est comme ça. Il y a d'autres gens qui ont des soucis plus graves. Oui. Bon, bah écoutez, en tout cas, on a été ravis de vous entendre, Emma, et puis bon courage pour la suite alors. Hein. Bah, pour demain déjà. Demain, je refais sur 24 heures, mais voilà. Bien. Je vous écouterai jeudi après-midi, je pense. Bah alors à bientôt en podcast. Voilà. Merci Emma d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir.
rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. On accueille maintenant Liliane. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir toute l'équipe. Alors Liliane, vous vouliez nous parler un peu de vous et du fait que vous vous retrouvez seule après 25 années de mariage. Oui, je voulais témoigner. J'avais donc voulu témoigner à la suite d'une auditrice, du passage de l'auditrice hier, qui parlait justement de cette solitude après quelques années de vie commune et les questions qu'on se pose après une séparation, la culpabilité, pourquoi ça nous arrive à nous, enfin, etc. quoi. Oui. Et je voulais justement témoigner en expliquant qu'au bout de 2 ans et demi, écoutez, on y arrive en essayant de trouver en fait la solution par soi-même, en fait. On a beau faire le tour, au début, j'ai passé des nuits blanches, des soirées à pleurer, et puis petit à petit, en essayant on en veut au monde entier, quoi. On supporte plus les gens qui sont en couple, on supporte plus les gens heureux, et on s'isole un peu, et après on apprend un petit peu à vivre seul, à apprécier un petit peu le silence, la solitude, et surtout se retrouver face à soi-même, quoi. Oui. Moi, j'ai pris l'habitude j'ai essayé de... Bon, je suis quelqu'un déjà qui aime bien la nature, qui aime bien la photographie, qui aime bien, les gens, mais les gens, ça sert, est véritable, hein. Parce qu'après une séparation, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'amis couples, qui ont joué, silence, quoi, même pas un coup de fil pour savoir si j'étais encore vivante. Et après, voilà, on apprend à se retrouver face à soi-même et ne plus mettre la télé. J'ai écouté la radio, Europe 1, Europe 2. Ouais. Oui, donc c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que la télévision, ça peut être un rempart contre la solitude, hein, c'est-à-dire cette présence où il y a cet écran, ces images qui peuvent donner l'illusion d'une présence. Et pourquoi pas, hein. Mais et c'est vrai que la radio, il y a je trouve que finalement avec on est captif devant un écran de télévision au fond. Tout à fait, oui. Parce que vous me direz, on peut avoir la télévision allumée et faire toute autre chose, mais en général, devant un écran, on est quand même captif du fait des images. La radio, je trouve que au fond, on peut continuer à mener sa vie, à faire des activités. C'est ce qui est formidable, je trouve. C'est pour ça que c'est un vrai média qui nous accompagne dans notre vie, parce que qui ponctue d'ailleurs des moments de la journée, qui ponctue des rendez-vous de la journée. Parce que moi, je sais que j'écoute toujours beaucoup la radio, mais je l'ai toujours beaucoup écoutée, parce que on continue à faire des choses. On peut écrire en écoutant la radio, on peut bricoler, on peut faire son ménage, on peut faire la cuisine, on peut faire beaucoup de choses en écoutant la radio. On n'est pas captif. Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que c'était pour dire aux gens qu'il faut être actif et non passif, voilà. C'est ça, en fait, je voulais dire. Mais ça suppose, comme vous dites, de pouvoir, comme vous dites, apprivoiser cette solitude et se retrouver, au fond, ne pas avoir peur de se retrouver face à soi-même. C'est-à-dire de plonger un peu en soi-même et de découvrir... La première fois que je suis séparée depuis 2 ans et demi, ça s'est passé un été. Oui, c'est récent pourtant, hein. Oui. Et en fait, au mois de novembre, donc 3 mois après, j'ai été randonnée dans le désert. Et alors ça, je peux vous dire que c'est magique, quoi. C'est inexplicable parce que dans le désert, effectivement, il n'y a pas d'infrastructure. Donc en fait, on se retrouve face à soi-même. C'est-à-dire que on se dit, waouh, on est là. Et puis voilà, on marche, surtout que j'ai fait que marcher. Et on dort, dans le sable, avec l'essentiel, pas tout à fait, parce que on n'a pas toujours l'eau, mais voilà, on n'a pas toute cette, déjà, moi, je suis contre tout ce qui est grande surface, tout ce qui est contre, on va dire, consommation, tout ça, donc je suis un petit peu à part. Oui, le côté consumériste. Voilà, il faut arriver à pas être dans le système, quoi. Faut vivre
essayer il y a que comme ça qu'on. Mais vous étiez déjà. Est-ce que vous étiez déjà un peu comme cela lorsque vous étiez en couple, ou c'est quelque chose au fond que vous avez découvert depuis votre séparation, ça, et que vous avez finalement développé? J'ai développé parce qu'on était un peu comme ça, mais bon, on vivait quand même un peu plus parce que bon, mon mari regardait beaucoup la télé, donc c'est pour ça que je crois que maintenant je l'allume plus. C'est en réaction. Oui. Ah oui, non, mais vous savez, oui. Quelqu'un qui rentre le soir après le travail et qui on vous fait juste un bisou vite fait et après télé. Ah non, moi je suis. Ça peut tuer les couples, hein, vous avez raison. Non, mais d'ailleurs ça les tue. Hein. Ça les tue. Moi, je vois beaucoup de collègues, qui le soir, hop, c'est le réflexe, quoi. C'est terrible, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai, rentrer et hop, comme vous dites, une bise et on allume la télé, on regarde ensemble sur le canapé la télé. Waouh. On mange devant la télé. Enfin, je sais pas, même le repas, c'est un moment convivial où on peut justement discuter ce qu'on a fait, discuter de plein de choses. Et la télé, mais c'est quand même la mort du couple. C'est fou, hein. Et alors, cette randonnée, comment ça vous est venu, cette randonnée dans le désert? Eh ben, écoutez, j'ai tapé sur Internet, randonnée dans le désert, et alors, je suis tombée sur une prof déjà, je fais du yoga depuis pas mal d'années. Hein, donc, oui. J'ai choisi stage randonnée yoga, et alors, je suis tombée vraiment sur une dame, mais alors super, qui a 70 ans, et qui fait des randonnées en petit groupe, comme ça, on était 8. Oui. Et voilà, quoi, on a marché pendant 5 jours, 8 heures par jour, mais vraiment, à la limite, pas fatigué parce qu'en fait, on préparait notre corps avec le yoga et puis en plus, on se retrouve avec des gens qui ont la même passion et c'est fabuleux, quoi, vraiment. Alors, essayer que les gens faut que les gens soient passionnés, quoi, ils se trouvent une passion et. Oui, déjà, c'était un groupe de personnes qui aimaient le yoga, qui aimaient la randonnée, et puis qui avaient une certaine aspiration. Enfin, tout à fait. C'est vrai que ils partaient pas comme des fous à faire du trekking. Pareil, qui étaient veuves ou donc chacun avec son histoire et vraiment sa ressource. Mais alors c'est vraiment. Alors bon, je dis pas aller marcher dans le désert souvent, faut de temps en temps, mais marcher même dans la campagne le week-end, au lieu d'être toujours enfermé devant la télé. Non, mais moi, j'entends très bien ce que vous dites parce que la nature a un formidable pouvoir régénérant, ressourçant. Alors bon, je sais qu'il y a des gens qui sont. Voilà, elle n'existerait pas, la nature. La nature, elle est faite pour ça. Elle est faite pour on la respecte. Elle est faite pour nous. Alors il y a des gens qui sont peut-être moins sensibles. C'est vrai que quand on est mais c'est vrai que quand on est citadin, on est forcément un peu coupé de cela. On voit plus trop, mais puisqu'on voit plus bien le cycle des saisons. Mais c'est vrai que dès qu'on sort un petit peu des villes, ne serait-ce que de voir à nouveau le cycle des saisons, il y a quelque chose qui nous remet en contact avec cela, qui quelque part nous régénère aussi, parce que on oublie aussi ce rythme, et peut-être ce rythme aussi, de lenteur à certains moments, de l'hiver, tout est plus ralenti. Au printemps, il y a quelque chose de plus qui s'éveille. Et c'est vrai, comme vous dites, d'aller sortir, d'aller marcher, de même des gens quand on est assez un peu déprimé et qu'on a tendance effectivement à se replier chez soi, beaucoup dormir. Parce que la dépression peut faire beaucoup dormir, eh bien, ça oblige à se forcer un petit peu. Mais même si c'est sortir une petite demi-heure, aller marcher un peu, ça fait du bien. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas la nature, mais même ceux qui habitent dans les villes, il y a des parcs quand même toujours pas loin. Et pourquoi croyez-vous que les Parisiens viennent toujours en campagne le week-end, s'il n'y a pas une raison pour un petit peu s'oxygéner, parce que sinon, je crois qu'il y aurait beaucoup de gens en dépression. Je crois que c'est important, mais... Et savoir prendre le temps aussi. Moi, j'ai l'impression des fois d'être un peu... là, c'est vrai que ça va mieux, donc je parle un peu de ça, un peu plus librement.
j'étais pas dans cet état-là il y a peut-être 1 an ou 2, mais prendre le temps de regarder voilà, la nature, Alors vous la photographiez aussi, puisque vous me dites que vous aimez la photo. Ah oui, ça, la photographie, j'en fais depuis que j'ai 15 ans, donc j'en ai 55, vous voyez, ça fait 40 ans que j'en fais. Et ça, c'est pareil, prendre le temps, voilà, lever la tête, de regarder ce qui est beau, prendre en photo un angle qu'on connaît pas. Enfin, voilà, c'est... Surtout avoir des passions, c'est assez sympa, quoi. Voilà, donc je voulais témoigner en disant que il faut pas avoir peur d'être seul, hein, parce que justement hier il y avait aussi une dame qui disait, vous parliez de sites internet et tout là pour rencontrer quelqu'un, mais je dis quelle horreur, quelle horreur. Enfin bon, s'il y a des gens qui trouvent, mais il y a peut-être des gens qui ont besoin aussi d'avoir Pourquoi quelqu'un, pas hein, Je crois qu'il faut pas systématiquement rejeter. Non, voyez, tout à fait, c'est pour ça que il est possible ça peut être un moyen. Ouais, hein, c'est-à-dire que bon, c'est compliqué. On a un destin. Bon. Non, mais c'est compliqué de rencontrer l'autre. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies sont là, et donc Internet peut être un moyen pour rencontrer l'autre. Alors effectivement, on en voit parfois à travers certains témoignages les travers. On a vu hier les faux profils, les choses comme cela. Mais il y a des personnes qui se sont rencontrées à travers via Internet, des sites de rencontres, et qui ont vécu et qui vivent de très belles histoires. Oui, bien sûr, oui. Ils auraient pu se rencontrer avant, finalement, au hasard d'une rencontre. Bon, et pourquoi pas ? Vous voyez, donc il faut pas être radical non plus dans son jugement. Ouais. Moi, j'imagine mal, mais bon, c'est vrai qu'il faut respecter les autres aussi. Hein. Oui, je crois que. Donc maintenant. Tiens, à propos de la nature, Pascal nous dit, cite Nietzsche en disant, si l'on se sent si bien en pleine nature, c'est parce qu'elle n'a pas d'opinion sur nous. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai fait le chemin de Nietzsche dans le sud là, cet été. C'est quoi le chemin de Nietzsche ? C'est à Aise. À Aise, il y a un chemin qui s'appelle le chemin de Nietzsche et qui descend dans les rencontres. Enfin, vraiment, ce que Aise, c'est un village au-dessus de Nice. Et c'est une petite balade à faire, quoi. Ça s'appelle, voilà. Il a dû passer par là. D'accord. À propos, alors il y a effectivement des personnes qui réagissent aussi sur. C'est Emma. Alors je ne sais pas si c'est Emma que l'on a eu juste avant vous au téléphone, qui dit, j'ai fait un trek dans le désert il y a 10 ans. J'en garde encore un souvenir extraordinaire. Ah oui. Emma qui fait un petit coucou à Aurore. Et puis il y a Eridan qui dit, faire une randonnée dans le désert, c'est redonner parfois un second souffle au couple, le faire passer du petit au grand écran de l'avenir. Et là, vous l'avez fait pour vous. Dit, oui. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait pour vous, hein. Oui. Et la prof de yoga m'avait dit, tu verras. Quand tu seras là-haut, vous savez, quand les cartes postales, on voit les dunes et on voit la crête, là, Et alors, quand j'étais à pied, quand on est arrivé là, j'ai dit, ça y est, j'y suis, je l'ai fait. Il n'y a pas que sur les cartes postales. Et elle me disait, tu verras, c'est inexplicable, mais tu verras par toi-même que tu iras mieux en revenant. Et c'est vrai que c'est tellement magique, que c'est tellement beau. Ces couleurs, Alors Jean-Paul dit, c'est ça la vraie force, finalement, connaître nos limites intérieures, et puis finalement peut-être être aussi dans l'instant présent, parce que quand vous parlez de cette randonnée dans le désert, c'est vraiment être dans le moment présent. Exactement, oui, c'est ça. C'est ce qui est compliqué. Apprécier le moment présent, oui. C'est important aussi, ça. C'est ce que nous avons tous, je crois, tant de mal à faire, hein, finalement. Oui. Oui, mais on peut le faire, mais on n'y pense pas, ou on est dans le tourbillon de la vie. C'est compliqué. Et voilà, c'est... Oui, c'est parfois un peu compliqué. Donc, bon. Et donc, là, vous poursuivez donc le yoga, vous avez d'autres projets, d'autres... Là, le yoga, donc j'en fais depuis plusieurs années. Bon, c'est vrai que ça apporte beaucoup aussi, hein, parce qu'on dit bien que c'est l'union entre
la tête et le corps, enfin l'esprit et le corps, et donc c'est vrai que c'est très très bien. Et autrement, les randonnées de tous les week-ends, et puis la photographie, là, avec une amie, on a sorti un petit recueil là qui est assez sympa. Et alors, écoutez, les retours sont fabuleux parce que des fois, je me dis, mais la vie, des fois, elle vaut bien d'être vécue. On rencontre vraiment des belles personnes, quoi. Alors, il y a Florence qui dit, je vous écoute. Effectivement, le divorce amène la solitude. Pas évident. Lorsque je n'ai pas mes enfants, puisque je les ai en garde alternée, je végète malgré un caractère battant et ce n'est pas facile. Je me suis inscrite dans un club de gym depuis 7 ans. Cela m'a permis de me retrouver, de penser, de réfléchir sur ce que je ne veux plus. Internet aussi, cela permet un dialogue. Il faut être vigilant, mais il existe de belles personnes. NJ d'ailleurs me dit par Internet, j'ai rencontré un amour, un vrai. C'est une belle surprise de la vie. C'est bien. Ouais, c'est vraiment bien votre émission, parce que c'est vrai que ça permet les échanges aussi, par rapport à ce que vous nous dites, des gens qui en font des mails ou des messages par Internet, ça réconforte, quoi, ça. Oui, mais je crois que c'est-à-dire que c'est un partage d'expérience et au fond, bon. C'est intéressant aussi Là, vous voyez, je suis toute seule. D'ailleurs, vous savez quoi, ce soir, je suis allée voir le film Au-delà. Oui. Alors, vous en avez parlé hier sur les Hier avec Yves, oui. Voilà, et j'en avais entendu parler, et puis c'est vrai qu'une Eastwood, de toute manière, j'adore. Et j'y suis allée ce soir, et vraiment, j'ai trouvé ça très bien joué, et ça a fait poser des questions. Et vous avez aimé? J'ai beaucoup aimé, oui. Ah oui. Oui, bon, alors, vous voyez, je rentre seule, mais je suis pas seule, parce que je suis avec vous. Et puis les auditeurs. Voilà. Mais c'est un peu c'est même complètement le but de cette émission, c'est que ce soit un moment de partage, d'échange, et qu'on puisse comme ça se retrouver et passer un moment chaleureux ensemble. Voilà, et en plus c'est sur des sujets vraiment, on va dire d'actualité, des sujets des fois assez forts, assez durs, mais c'est des moments de calme, quoi. C'est ça que j'apprécie beaucoup aussi. Oui, mais c'est-à-dire que c'est aussi, je pense, ce moment de la journée qui veut ça, où on peut effectivement évoquer parfois des sujets complexes, difficiles, mais où on peut en parler parce que on est à un moment de la journée où on peut prendre le temps aussi d'en parler, de développer et prendre le temps de s'écouter. Oui, donc, alors il y a quelqu'un qui m'envoie un petit message pour dire je fais des randonnées dans la nature autour de chez moi, en campagne, dans les bois, dans les sentiers, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors il y a Laure, elle dit une petite pointe comme ça, elle dit les sites internet, figurez-vous que c'est par ce biais que j'ai rencontré la personne avec qui je suis paxée. Alors moi, j'ai eu raison de ne pas aller camper dans le désert. Bis à vous. Comme marqué dans le désert, il y avait aussi des hommes, ça peut arriver qu'on finalement, Voilà. Eh oui, on peut trouver aussi l'amour. Il y a Georges, lui, il me dit, j'ai traversé le désert de Gobi, le désert de Turpan, le désert de Mongolie, et tout ça pour des cacahuètes. Et puis il y a Eridan qui me dit cette dame est vraiment très inspirante, elle va au-delà des ondes. Si nous allions chercher le bonheur dans le désert, nous en ramènerions forcément quelque chose. Peut-être effectivement quelques météorites, voilà, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est bon de vous entendre, de dire que dans la solitude, il peut y avoir aussi quelque chose d'une ressource et bien sûr, c'est pas forcément quelque chose d'anxiogène. Voilà, et surtout, après une séparation, surtout ne pas essayer de pas plonger dans les médicaments. Et donc, je suis fière de ne pas avoir pris, pareil, d'antidépresseurs et d'être actif et non passif. Voilà, je le répète. Oui, fort. Oui, pour autant, ne jetons pas la pierre à ceux qui bien sûr, non, mais peuvent avoir besoin à un moment du support, d'un de médicaments ou d'un soutien, parce que chacun fait comme il peut, s'arrange à un moment comme il peut avec la vie. On n'en a pas, mais on en a une quand même.
Ouais. On a une force. Mais moi, c'est vrai qu'en plus, bon, il y a aussi la famille qui était là, mes filles, enfin, il y a vraiment toute... Alors en tout cas, Coco dit quelle force intérieure à cette dame. Il y a un message qui dit la solitude n'est pas forcément la liberté, et en même temps la liberté commence aussi si on arrive à se sentir bien avec soi-même quand même. Donc, encore un message, Thibaut, qui dit je peux témoigner que de belles histoires naissent grâce à Internet. Je me suis mariée 2 fois en rencontrant mes 2 femmes grâce à un site de chat. J'ai beau rencontrer beaucoup de gens chaque jour et avoir vécu un certain nombre d'histoires par ailleurs. Internet et sa phase d'anonymat, nous dit Thibaut, permet de se dévoiler plus vite. Et le risque de tromperie... On doit mettre tout à fait déjà nos passions, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis le profil est tout de suite, effectivement, ça peut être... Alors le risque de tromperie, ajoute-t-il, existe aussi dans la vie réelle. Oui. Pardon. Et puis il y a quelqu'un qui dit je vous conseille aussi le GR20 en Corse avec quelqu'un qui partage exploits et nature sauvage. Quelqu'un qui me dit j'ai rencontré mon amour vrai sur le net. Oui. Ben voilà. Bon. Alors le GR20, oui, mais alors là. Il est très difficile le GR20, mais pareil, il y en a un autre qui est bien aussi, qui est moins difficile. Alors la Corse, j'en rêve depuis 25 ans, on va dire. Le GR20, mais il y avait ce film, c'était les randonneurs. Ah oui. C'était avec Karine Viard, Benoît Poulvorde, et c'était excellent. Non, mais le GR20, là, c'est quand même aux antipodes de la randonnée dans le désert. Hein. C'est là, moi, je meurs si je fais le GR20. Ah oui. Non, il faut être hyper entraîné, hein. Cet été, j'ai fait vous allez pas en revenir, hein, parce que j'ai fait tout avec des amis, trois amis. On a fait tous les caps de Nice jusqu'à Menton. Oui. Comment? À pied? À pied, mais tous les jours, on allait à un endroit et j'avais acheté un petit bouquin avec les caps de Nice et ses environs. Mais alors, c'était sublime. Je vous assure qu'on se serait cru en Corse. Hein. Et alors, avec personne sur les chemins de randonnée. Ah personne. Tout le monde sur les plages, mais jamais... Ah ouais, c'était fabuleux. Hein. Et vraiment, les paysages, c'était magnifique. Tout en bord de mer, quoi. C'était vraiment chouette. Hein. Et il y a Nadège qui dit vivre le présent, 3 petits points de suspension, le passé me submerge, demain m'angoisse. Alors même avec beaucoup de volonté, c'est difficile. Mais vous savez, Nadège, vous n'êtes pas la seule. Hein. Je crois que non, mais je comprends, c'est normal. C'est très compliqué. Vivre le présent, on le dit, c'est être dans l'instant, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce que souvent nous sommes rattrapés par un passé qui pour des raisons qui sont toujours personnelles et souvent légitimes. Hein, quand le passé submerge à ce point-là, Nadège, c'est qu'il y a des raisons d'être et qu'on est angoissé par l'avenir. Il y a des raisons d'être. Donc à ce moment-là, il faut vraiment prendre cette souffrance au sérieux et aller en parler. Bien sûr, il faut pas hésiter à en parler. Voilà, parce que à ce moment-là, bon, c'est pas toujours donné à tout le monde et je crois qu'il faut accepter aussi, ne pas présumer de ses forces et accepter l'aide d'un tiers et aller en parler. Sûr, hein. Oui. Moi, j'avais fait 5-6 séances chez un psychiatre, hein, mais c'est vrai que ça m'a bien aidé. Hein. En tout cas, ça a été un plaisir de parler avec vous, ma chère Liliane. Moi de même, depuis le temps que je voulais le faire, mais donc on m'a tendu la perche ce soir pour le faire, et c'était très sympathique, et je suis contente d'avoir témoigné justement sur ce sujet. C'est bien de parler de solitude autrement aussi. Hein. On a dévié un peu sur la nature, les randonnées, le désert. On a un petit peu voyagé. Bon, en tout cas, merci à vous. Un petit message d'Anna qui dit oui, il est important de se retrouver soi plutôt que de combler le vide par une nouvelle présence qui comble un vide, mais ne permet pas de désirer vraiment. Voilà, tout à fait, elle a raison. Et très bel anniversaire à Anna, puisque elle signe Anna qui passe une année ce jour. Alors plein de belles choses. Voilà, et puis Sergio qui dit et pourquoi Papy Bougon n'est pas resté dans ces déserts? Oh, c'est pas gentil ça. Sergio qui ajoute vous auriez peut-être pu croiser le petit prince et sa rose dans le dessert, dans le
le désert, douce Liliane. Georges dit, vous ferez peut-être... Ah non, ça c'est pour moi. Il me dit, et pourquoi vous ne feriez pas Saint-Jacques de Compostelle, Caroline? Ça ne passe pas loin de la Corrèze. Mais figurez-vous, j'aime mécréante que je suis. Pourtant, ça me tente très bien, faire Saint-Jacques de Compostelle, vous voyez. Ouais, c'est vrai qu'il paraît que c'est vraiment... alors là, pour sûr, on se retrouve face à soi-même. Hein, oui, ça, j'amènerai des litres de bon vin pour tenir. Vous voyez, avoir quelques visions qui m'aideraient à faire le voyage, et peut-être trouverai-je la foi à l'issue du chemin. Voilà. Et je vous reviendrai tout éclairé, vous parler de tout cela, et vous trouveriez une autre Caroline à mon retour. Ne vous moquez pas, ne vous moquez pas. Y a Julie qui dit randonnée plus facile que celle citée, mais connaissez-vous la Sainte-Victoire, montagne que j'aime beaucoup, dit Julie. Non, vous ne connaissez pas? Non, pardon, non, je connais pas. Non, bon, il y a beaucoup de choses à découvrir. Hein. C'est beaucoup de choses encore. Hein. Oui. Et sur le site Géo, moi je vais sur le site Géo aux photos là, et il y a beaucoup de gens qui voyagent et qui font pas mal des belles randonnées, et on découvre des coins à faire aussi, ouais. Alors, il y a à propos du désert, il y a Irène qui dit je suis expat sur les Émirats, mais Irène est en ce moment en France et elle nous écoute. Elle dit le désert est magnifique. Il est souvent changeant et immensément silencieux. Contrairement à ce que l'on pense, sur un même désert, le sable est de couleurs différentes et passe d'un blanc à un noir avec des rouges. C'est un spectacle pour les yeux et ça apaise les humeurs, bonnes ou mauvaises. Bonne soirée à vous, nous dit Irène. C'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que c'est toujours pareil, le désert. Ah non, pas du tout. Non, on a traversé des déserts de pierre, on a traversé des villages d'ailleurs où il y avait des gens qui habitaient, mais on se demande, on se dit mais c'est pas possible. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Et avec par moments des palmeraies, mais c'est chouette, quoi, vraiment. La nature, elle est vraiment bien faite, hein. Je vous assure, quand vous dormez avec votre sac de couchage sur le sable ou sur le sol, quoi, directement, et que le matin vous voyez le lever du soleil, en plus avec mais c'est un peu dans les tons roses, là, c'est fabuleux, quoi, c'est indescriptible, mais c'est beau, quoi. Il y a également un message qui dit je reçois notre auditrice 5 sur 5, se retrouver seule permet de toucher à l'essentiel. Voilà. C'était Odor Mono, je crois, qui a beaucoup écrit aussi sur le désert. Oui, et ce qu'il faut faire aussi, ce que je conseille aussi, c'est d'écrire. Si les gens peuvent un petit peu extérioriser ce qu'ils pensent. Parce que comme à la maison, il n'y a pas... Enfin, moi, je mets pas de télé, sauf la radio le soir, hein, en vous écoutant, mais autrement, on écrit, j'écris sur... là, j'ai écrit sur la solitude, notamment, sur le silence aussi. Et c'est sympa, parce qu'en fait, c'est vrai, quand vous êtes dans le calme, vous découvrez des bruits que vous n'entendez pas quand il y a du bruit. Bien, mais écoutez, merci beaucoup, ma chère Liliane, et à bientôt alors. On parlerait des heures. Hein. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bonne nuit, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Et oui, Georges, vous mêlez tout. Oui, maintenant, j'annonce les chansons pendant qu'elles passent. C'est nouveau, c'est un nouveau concept. Ça vient de sortir pendant l'émission. Non, on a eu un défaut de retour en cabine. Alors, il y a eu un petit coup de chaud, un petit coup de stress. On me disait, il faut que tu parles. On n'a rien, il n'y a pas de son. Moi, j'avais le son dans mon casque, mais moi, j'exécute. Hein. On me dit, il faut que je parle. Bon, j'annonce le disque. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, vous l'avez eu 2 fois. Au moins,
vous dites que parfois vous ne comprenez pas. Avec mon fichu accent, vous n'arrivez pas à noter le nom des chanteurs. Là, vous avez eu le temps de noter, au moins. Allez, on va accueillir... tiens, on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire en écoutant la radio. First, Lisa, elle me dit, vous voyez, par exemple, moi, je vous écoute en ce moment. Je tricote en même temps. Voilà, vous avez bien raison. Tricotez-vous des trucs bien chauds par ce froid glacial. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Donc, on va rester sur les sites, sur le thème des sites de rencontres avec vous, Philippe. Tout à fait. C'est vrai que c'est très intéressant et je vois que le témoignage précédent, vous en avez aussi parlé. C'est quelque chose qui de nos jours, voilà, où qu'on aille, en fait, c'est très amusant parce que qu'on aille se promener dans la Sainte-Victoire, montagne, Aix-en-Provence, que je connais très, très bien. Vous connaissez, oui. Qu'on prenne le bus, où qu'on aille, en fait, on entend toujours des gens, même au supermarché, qui parlent d'Internet. Et en fait, je me suis permis hier soir de vous envoyer un petit email parce que c'est vrai que le dernier témoignage avant la fin de l'émission m'a vraiment interpellé. La dame qui parlait, lui avec ses amis qui avaient plusieurs faux profils. Enfin, tout ça, c'est vrai que c'est très très vaste. Et moi, en fait, oui, c'était Marie. Pardon ? C'était Marie, oui. Oui, c'est ça, c'était Marie, ouais. Et c'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je connais Internet, donc depuis pratiquement le début, on va dire. Et des rencontres, j'en ai fait beaucoup, on va dire. Des gens, parfois même à l'étranger, parfois même du bout du monde. Et c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est que il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est que on a l'impression que les gens, en fait, quand on parle d'Internet, on a l'impression que les gens n'existent pas. Alors que les gens qui sont derrière leur clavier, ça peut paraître peut-être bête à dire comme ça, mais ils existent vraiment. Et ce qu'il y a, c'est que il y a des gens. Moi, j'ai vécu de très très jolies histoires. Je pourrais aussi raconter des anecdotes avec des gens qui avaient mis des fausses photos. C'est vrai, comment vous avez découvert ? Eh bien, écoutez, c'est très simple, je peux vous le dire. Ça m'est arrivé à plus d'une fois, par exemple, une dame. Bon, moi, c'est vrai que je rencontre que des dames. Oui, ben voilà. oui. Voilà, oui. Enfin, je dis oui, non, pas forcément, d'ailleurs. Oui. Et donc, elle avait mis elle était sur la photo de son profil, elle était censée être blonde, les cheveux courts, et quelques jours plus tard, je l'ai rencontrée, et à ma grande surprise, elle était brune, les cheveux longs, quoi. Ah oui, vous savez, les femmes, avec leurs cheveux, elles changent souvent et de coupe. Enfin, c'est vrai que quelques jours plus tard, je reconnais, elle aurait pu changer de couleur, mais enfin, à quoi qu'on peut mettre des rajouts maintenant, c'est quand même des extensions. Enfin voilà, donc les anecdotes, il y en a beaucoup, mais si vous voulez, en fait, on dit, voilà, les gens sur Internet, ils font tout, il y en a qui font n'importe quoi. Mais alors finalement, et alors quand vous l'avez rencontré, parce que vous nous dites pas la suite, ça m'intéresse. La suite, parce que vous pensiez rencontrer une blonde aux cheveux courts et vous avez une brune aux cheveux longs, elle vous plaisait ? Oui, on va dire ça comme ça, quoi. Ça a l'air mitigé. Ouais, c'était assez mitigé. Vous aimez les blondes ? Non pas, si vous voulez, sur la couleur des cheveux, mais sur le principe, quoi. Voilà, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui, voilà. On vous a menti sur la marchandise. Ouais, on va dire, c'est surtout que quelque part, je vais peut-être dire quelque chose d'assez dur, mais c'est un manque de respect quelque part, ou le dire, voilà, ou dire, voilà, la photo que j'ai mise, elle a 5 ans en arrière, bon, voilà, j'étais blonde à une époque, maintenant je suis brune, bon, ok, pourquoi pas, ça peut se dire. Oui, peut-être, oui. Voilà, mais le dire, quoi, parce que c'est vrai que la surprise, elle est quand même, elle est grosse, quoi. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est surtout que ce qui m'a vraiment interpellé, c'est de voir que voilà, les gens qui finalement ils critiquent beaucoup. On entend souvent, moi j'écoute votre émission depuis 2003, et il y a quand même souvent des gens qui appellent, qui parlent de ça. Alors chacun dit son expérience, son vécu, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Mais on entend quand même globalement, entre les lignes, on sent souvent de la critique. Et quelque part, il
faut se rappeler que les gens qui sont derrière leur clavier sont des gens qu'on peut voir tous les jours, qu'on peut voir demain. Ça peut être sa boulangère, son mécano, ça peut être son avocat, ça peut être son infirmière. Oui, ça peut être c'est des gens. Ce sont des gens comme vous et moi, on va dire Oui. Et c'est vrai que ça fait peut-être parfois un petit peu peur aussi, parce que justement, quand on voit une personne qui est capable de faire 5 faux profils, finalement on se demande bien pourquoi. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur Internet. Bon, j'ai eu quelques profils sur des sites de rencontres, mais très très peu. Vu de toute façon les retours, on va dire que c'est pas très concluant, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai un seul email d'ailleurs, j'ai un seul profil, j'ai une seule photo. Vous voyez, donc. Je vous perds, là, je vous entends moins. Ah, vous m'entendez moins? Oui, parlez bien dans le combiné. Ah, pardon. Oui. Ouais. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que les gens en fait critiquent, disent Internet, mais quelque part, il faut voir que c'est que font les gens, quoi. C'est leur comportement. Ce n'est pas Internet en lui-même qui est la cause. Oui, vous avez raison. C'est la façon dont ils l'utilisent. La façon dont ils l'utilisent. Bien sûr. Oui, Internet n'est jamais qu'un moyen. Il faut le rappeler. Ah. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, de ce témoignage. Merci. Au revoir. Caroline, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour témoigner de tout ce qui fait votre vie. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez en appelant ce même numéro. Vous pouvez nous envoyer vos messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit, ou également nous écrire sur le site europe1.fr. Eridan dit sur un profil personnel, au lieu de mettre brun ou brune ou cheveux courts, il faudrait écrire rêveur ou rêveuse ou projet long. Au lieu de se vendre, on devrait mettre cœur à louer. Ce serait tellement plus sincère et tellement plus porteur. Et puis quelqu'un me dit, c'est l'imparfait du subjonctif qui me dit Internet est un système dans un système. Il est important de savoir s'adapter et de bien différencier les deux. On va maintenant... il y a Sergio qui me dit, allez, un beau geste, ami First Lisa, un beau pull, un bonnet ou même une paire de chaussettes tricotées de vos mains me ferait un grand plaisir. Ah voilà, vous avez dit que vous tricotiez, maintenant vous allez avoir de la demande. On va accueillir tout de suite Siana. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Siana. Déjà, je suis assez impressionnée, donc je vais essayer de... Non, ne vous inquiétez pas. On va faire en sorte que vous vous sentiez bien. Merci. Donc je vous appelais parce qu'en fait, je suis un peu dans une situation où je sais plus trop dans quel sens me tourner, en fait. Alors, en fait, déjà, ce qui s'est passé, c'est quand j'étais petite, il s'est passé quelque chose... de grave. Ça y est, on va commencer à pêcher. J'ai été violée par le petit ami de ma mère, en fait. Oui.
Et vous aviez, c'était, vous étiez petite, c'est-à-dire vous aviez 10 ans. 6 ans. Voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement oublié pendant, du moment où il est parti, quelques mois après, jusqu'au jour où jusqu'à mes 18 ans, où j'ai retrouvé un cahier où tout était écrit. Vous l'aviez noté dans un journal intime ? Voilà. Enfin, c'était des cahiers, mais oui, c'était des... Oui, enfin, ce que font les enfants. Voilà, et quand j'ai retrouvé ces cahiers-là, j'ai voulu oublier à nouveau. Je les avais brûlés, en fait, parce que je pensais pouvoir oublier à nouveau. Et depuis, ça n'avait fait qu'empirer, en fait. Je n'arrivais pas du tout à réoublier. Au contraire, ça se faisait de plus en plus présent. J'ai vu un premier psy que je vois encore aujourd'hui, mais qui peut pas me voir très très régulièrement parce qu'il a énormément de travail à côté. Il n'est pas seulement praticien, mais il est aussi professeur en université et des choses comme ça, donc il est très très pris. Et enfin bref, pour en revenir à maintenant, c'est qu'au mois de décembre, j'ai fait en fait une tentative de suicide. Et suite à ça, j'ai décidé de déposer en fait une plainte pour les faits qui se sont produits quand j'étais petite. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 24 ans. Oui, vous pouvez, bien sûr, oui. Et en fait, depuis le moment où j'ai en fait donc déposé cette plainte, oui. Moi j'ai l'impression que tout se mélange et se précipite en même temps, c'est-à-dire qu'on me demande on m'a demandé de dire des choses et maintenant on me donne plus de prise sur ce qui se passe. On me dit rien. Qui ont les gendarmes me disent pas ce qui se passe. Je sais qu'ils ont vu ma mère en fait. Oui. Et ils me disent pas ce qui s'est dit. Ma mère non plus ne me dit rien. Donc ça c'est pas une grande nouveauté, mais c'est d'autant plus embêtant que moi je suis très affectée par tout ça, a fortiori en ce moment en fait. Vous avez déposé plainte quand, Sienna ? Au mois de janvier, en sortant de l'hôpital en fait. Là c'est tout récent donc. Ouais. Oui, mais ça c'est normal, hein. Ça suit son cours tout ça. Vous avez déposé plainte, mais vous ne vous êtes pas constitué partie civile. Alors en fait, l'avocat que j'ai vu dit que pour faire ça, il faut attendre que ce soit transmis au procureur, c'est-à-dire qu'il faut attendre que tous les intervenants, c'est un peu théâtral comme je dis là, mais non, oui. Que tout le monde ait été entendu du moins au moins. D'accord. Je pense qu'ils vont encore vouloir entendre au moins ma sœur, parce que j'ai une petite sœur. Oui. Bon, même si à l'époque elle avait 3 ans de moins que moi, donc a fortiori elle se souvient pas de grand chose, mais bon. Oui, mais elle va, oui, quand même, oui. Ils vont entendre tout le monde. Voilà, je pense qu'ils vont quand même lui poser la question, même si c'est pour qu'elle dise qu'elle a rien vu ou rien entendu, mais voilà. Oui, donc, et votre avocat, vous l'avez eu de quelle façon ? Alors en fait, j'ai fait une demande d'aide juridictionnelle parce que j'ai pas les moyens de payer un avocat et que dans certains cas, comme dans le cas des victimes de viol, vous avez l'État en fait qui vous paye un avocat. Oui. Donc j'ai appelé plusieurs avocats spécialistes du droit pénal pour voir s'ils prenaient cette aide et j'ai en fait le premier qui prenait l'aide, je l'ai pris comme avocat. D'accord. Vous l'avez rencontré déjà Je l'ai rencontré une fois, mais c'est pareil. Ça demande aussi alors en plus, les gendarmes n'ayant pas donné de copie de ma plainte, ça m'a demandé de répéter encore une fois ce qui s'était passé. Oui, mais ça c'est normal. Vous allez répéter plusieurs fois, hein, Sienna. Il faut vous y attendre. Hein. C'est si vous voulez, c'est ce que vous a expliqué l'avocat. Tant que vous n'avez pas, vous allez pouvoir avoir accès à votre dossier quand ça va être transmis au procureur de la République et donc vous pourrez vous constituer partie civile. Là, vous aurez accès au dossier. Pour le moment, il y a l'enquête. Les gendarmes vont entendre tous les protagonistes. Donc vous ne savez pas, effectivement, il y a les interrogatoires pour le moment. Et vous n'y avez pas accès. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien.
Ouais, mais l'idée de... En fait, en ce moment, du coup, l'idée devient obsédante et mais c'est normal parce que ça vous ramène en arrière. Oui, mais c'est là où il faut que vous soyez soutenu. C'est-à-dire, où en êtes-vous, vous? Parce que c'est-à-dire que vous aviez commencé un travail avec ce psy. Bon, malheureusement... toujours, mais qui estime que c'est pas assez du tout régulier par rapport à ce que j'ai fait au mois de décembre... par rapport à ma tentative. Mais oui, pourquoi? Mais oui, mais justement, cette tentative de suicide, elle a un sens aussi. C'était bon. Et d'ailleurs, après, vous avez déposé plainte. Donc, il estime que c'est pas assez régulier, mais de son fait, du vôtre. Ah, de son fait, mais il le dit, car il le dit complètement. Lui, le problème, c'est qu'il peut pas me voir plus, et c'est depuis le début que je le vois. Je le sais, c'est comme ça. Oui, mais alors s'il ne peut pas vous voir plus, à ce moment-là, il est important qu'il vous oriente vers quelqu'un qui peut... Depuis que je suis sortie de l'hôpital, en fait, j'ai un psychiatre qui m'a vu 2 fois. Oui. Et qui, lui non plus, malheureusement, ne peut pas faire plus avec son calendrier. Il faut croire que je tombe toujours sur... Ah oui, mais Sienna, il est important que vous soyez... effectivement, vous puissiez bénéficier d'un suivi régulier. Parce que vous allez... Déjà, c'est important pour vous de pouvoir faire un travail de façon régulière. C'est déjà dans... Quand on parle de travail en thérapie, ça veut dire qu'il faut s'y atteler de façon régulière. Alors là, compte tenu de l'ampleur de votre souffrance, en entamant cette procédure judiciaire, vous allez effectivement, ça remue ce passé douloureux. Donc, il est important que vous soyez bien soutenu aussi sur le plan psychologique. Donc, vous pouvez pas Ma vie de couple empathie énormément. Je veux dire, Vous êtes en couple? Je suis en couple avec une femme. Et ma vie de couple, y compris ma vie sexuelle, des choses comme ça, pour moi, en ce moment, c'est impensable. Il n'est même pas question de l'imaginer. Et puis, pourtant, c'est difficile à expliquer au sein d'un couple, on va dire, même un couple solide, c'est assez compliqué à gérer, quoi. Oui, mais c'est normal que pour le moment votre vie de couple en pâtisse parce que vous êtes très déstabilisé, pour ne pas dire plus. Vous êtes complètement fragilisé là par tout ce que ça remue cette histoire. Et en même temps, pour autant, il y a eu un tel, on a tellement fait. Ces abus sexuels ont été une telle effraction à la fois dans votre corps, dans votre psychisme, qu'il est important d'en parler, et bon, alors vous éprouvez le besoin qu'il y ait une plainte mais il est surtout aussi parallèlement important que vous fassiez un véritable travail thérapeutique autour. Comment réagit votre mère? En fait, ma mère, quand je m'en suis rappelée quand j'ai eu 18 ans, je lui avais dit dans les mois qui ont suivi le fait de m'en être rappelée, et elle m'avait demandé carrément si je fabulais pas, si j'étais pas un peu folle. Pour elle, c'était je mentais. Et là, il y a au mois de décembre, au moment où j'ai fait ma tentative de suicide, oui. Je pense que ça a pris une autre dimension pour elle, parce que là maintenant elle a l'air de dire à mon amie, parce qu'elle parle plus avec mon amie, parce que moi ma mère et moi on se parle très 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 peu. Elle a l'air de dire qu'elle me croit et qu'elle limite qu'elle est désolée d'avoir rien vu, quoi. Donc je sais pas trop où elle en est. C'est aussi pour ça que je m'angoisse en me demandant ce qu'elle a pu dire aux gendarmes, si ça peut correspondre à ce que moi je leur ai dit, parce que j'ai aussi des souvenirs qui sont, on va dire, pas faussés, mais je sais très bien ce qui s'est passé. C'est compliqué parce que vous aviez 6 ans, et c'est pas que vous avez oublié, vous avez ce qu'on appelle refoulé, c'est-à-dire quand une réalité est insupportable, insoutenable, elle est
finalement notre mémoire est bien faite. On la met dans un coin de notre tête, dans une case, on la met quelque part dans un coin comme ça, et puis c'est comme si en apparence on n'y avait plus accès. Mais tout ce qui est refoulé, ce qu'on dit dans notre jargon de psy, ça ressurgit sous forme de mal-être, de symptômes physiques ou psychiques. Donc, si vous voulez, je ne sais pas comment ça s'est, c'est-à-dire à 18 ans, à la faveur de quelque chose, je ne sais pas, ça peut être... c'est le cahier que j'ai retrouvé en fait. Vous avez retrouvé le cahier. Qui m'avait fait une sorte de déclic. Mais ça aurait pu être un mot, une parole, un geste, un regard, une odeur, voyez, quelque chose qui aurait pu, une actualité, un fait divers, quelque chose. Tout ça, c'est des choses que je peux ressentir maintenant, des gestes, des odeurs, des mots, des regards. C'est des choses que maintenant, ça m'arrive très régulièrement. Voilà. Quelqu'un me jette un regard et à ce moment-là, j'ai une sorte de peur et de terreur de cette petite fille qui a été abusée à ce moment-là. Dans le passé, en fait. Bien oui, parce que dans l'inconscient, si vous voulez, notre inconscient ignore le temps. Donc, ce qui s'est passé il y a 20 ans ou 18 ans ou ce qui s'est passé hier, c'est la même chose. Donc, vous êtes replongé dans ce traumatisme, dans ce cauchemar. Donc c'est pour ça que pour le moment, effectivement, votre couple, il est en suspens, tout est suspendu. Mais c'est vous voyez, et que vous vous sentez très vacillante, très... parce que... Je me sens très fragile, je me protège en restant enfermée chez moi, mais bon, je vois plus personne. Vous parliez tout à l'heure avec votre auditrice de solitude, de savoir apprivoiser une solitude, on va dire, bénéfique. Chez moi, ça s'est très vite transformé en sorte de j'ai même plus envie de faire l'effort d'aller vers les autres, quoi. Oui, mais là, attendez, là, ça n'a rien à voir, Siana. Là, là, il y a une souffrance chez vous qui c'est pas de la. Ah oui, non, c'était pas une comparaison, mais c'était pour dire. Oui, non, mais là, il y a un repli, quelque chose où il y a une terreur. C'est une protection, c'est-à-dire au fond, petite, vous ne pouviez pas échapper à cet homme qui vivait sous le toit, sous le toit familial, puisqu'il était le compagnon de votre mère, me dites-vous. Ouais, mais il vivait pas avec nous, mais bon, il était. Oui, enfin, il vivait pas avec vous, mais enfin, il vivait chez vous. Donc vous étiez pieds et mains liés à votre bourreau. Et que peut faire une petite fille de 6 ans face à un homme Qu'est-ce que il y avait eu à ce moment-là quand vous étiez enfant? Il y avait enfant, adolescente. Il y avait eu n'avait aucun souvenir de symptômes particuliers En fait, si, depuis que je suis adolescente, je fais des choses, on va dire entre guillemets, pas normales. Enfin, j'ai toujours été assez repliée. Enfin, j'avais des amies, mais on va dire en général celles qui avaient toutes un peu, on va dire, j'aime pas ce mot-là, mais les cas sociaux, on va dire les plus problématiques. Oh mince, j'arrive pas à m'exprimer, mais des personnes qui avaient aussi des ennuis plus gros qu'elles en général. Oui, mais c'est-à-dire vous alliez vers des jeunes filles aussi en difficulté. Oui, c'est ça. Mais oui, parce que vous vous retrouviez en elles. Et par ailleurs, j'ai commencé à faire des choses très bizarres, comme de me scarifier ou quelque chose qui m'arrive encore. De temps en temps, quand ça va vraiment trop mal, dont j'essaye de me passer parce que je sais que c'est pas bien, que ça n'a aucun intérêt, mais j'avais une sorte d'impression de me sentir moins sale quand je faisais ça, quoi. C'était pas très très normal pour une adolescente. Pour vous, ça s'associait à un peu des rituels de purification.
J'avais l'impression de me sentir moins lourde, j'avais l'impression de laisser une partie de mes problèmes en même temps mais bon, ça n'avait aucune forme de normalité non plus, je veux dire. Non, mais on n'est pas laissé de côté la normalité. C'était pour vous une façon un peu un pare-feu face à quelque chose d'une angoisse. Et puis finalement, cet homme s'en est pris à votre corps et pas qu'à votre corps, à votre psychisme aussi, parce que une agression sexuelle, il n'y a pas que le corps, il y a le corps évidemment, mais il y a le psychisme aussi qui est terriblement agressé dans une agression sexuelle. Donc c'est une effraction effroyable. Donc si vous voulez vous scarifier, c'est aussi c'est aussi vous à nouveau vous en prendre à votre corps. Alors en même temps vous dites vous purifier avec ce côté comme ôter la saleté, parce qu'il y a quand même ce sentiment, il y a un sentiment de honte malheureusement, alors que bon dans les faits mais j'aurais beau vous le dire, c'est un travail. Je le sais très bien, je sais ce que vous allez dire. La honte, c'est pas à moi de l'avoir, c'est à lui. Mais j'ai beau le savoir, Oui, c'est un long travail. C'est un long travail parce que évidemment, il y a toutes ces images, il y a toute cette atteinte qui a été portée, il y a à vous-même, à l'image de vous-même. Donc il y a tout un travail de réparation, de restauration, de l'estime de vous-même. Il y a le fait que vous n'avez pas été entendu, donc ça prend du temps. Mais vous avez 24 ans, Siana, donc vous savez, il y a beaucoup de choses qui restent vraiment ouvertes, mais si vous voulez. Il est important justement de pouvoir parler, parce que quand on n'arrive pas à parler, on s'en prend à son corps. Et beaucoup de jeunes femmes justement comme ça qui ont été abusées s'en prennent à leur corps. En premier lieu, c'est lui qu'elles détruisent sous différentes formes. Ça peut être effectivement l'anorexie, ça peut être comme ça de la scarification, ça peut être certaines de la prostitution. On voit dans la prostitution. C'est pas quelque chose qui m'est étranger non plus, mais bon, c'est une autre époque de ma vie, mais c'est pas quelque chose qui m'est étranger. On voit des jeunes femmes, oui, dans la prostitution où il y a eu des abus sexuels comme ça précoces, ouais. Donc, bon, j'ai la chance d'être en province et on va dire d'être dans une ville où au moment où j'ai fait le plus de mal, on va dire, à mon corps en faisant ça, il n'y a pas c'est pas comme comme on peut voir dans les émissions de télévision à Paris. Les filles sont on va dire très vite mises sous la coupe de quelqu'un qui va les forcer à continuer. Bon, ça n'a pas été vraiment le cas, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'est étranger, et qu'en fait j'ai tellement l'habitude de me faire du mal que j'en vois plus le. Et oui, c'est malheureusement comme cela, c'est continuer à se faire du mal, et c'est là où il faut sortir de cet engrenage infernal, parce que continuer à vous faire du mal, c'est continuer à être dans le jeu de votre agresseur, Siana. Donc il faut arrêter d'être dans le jeu de cet homme. Il vous a fait beaucoup de mal. Ouais. Donc, en continuant à vous faire du mal de différentes façons, vous continuez à être dans ce jeu-là. Alors, si vous voulez, je reçois des messages pour vous. Il y a Eridan qui dit: ce cahier est une porte de sortie. Vous avez eu bien raison de porter plainte. C'est une tentative de vie pleine de courage. Ça vous permettra de revoir l'horizon, à la fois très loin et
Et pourtant, tout au fond de vous, il y a le subversif qui dit il y a une succession de surdités devant votre sort qui vous accule, la vôtre, ce refoulement, celle de votre entourage, du psy, de tous. Alors surtout, ne vous taisez pas et criez chez un autre psy. Ça, il faut vraiment que vous trouviez un psy que vous pouvez voir régulièrement. Régulièrement, ça veut dire au moins une fois par semaine, hein, s'il y en a là. Vraiment pas moins. Vous pouvez pas voir quelqu'un là une fois par mois, c'est pas possible. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est plus l'idéal. Non, c'est pas. Non, parce que c'est important que vous ayez vraiment un suivi très régulier. Alors, il y a également, je remercie Chantal et Michel qui dit que vous pourriez contacter l'association Lévi, qui est l'association internationale contre le viol et l'inceste. C'est l'association d'Isabelle Aubry et qui comporte des groupes de parole. Et des groupes de parole qui sont animés par des psychologues et des médecins. Alors, on n'a pas les coordonnées, mais si vous tapez... Vous avez Internet ? Oui. Donc, c'est AIVI. Ah oui, je connais en plus. AIVI.org. J'avais déjà en plus vu leur site de l'association et... Donc, vous voyez, il y a des groupes de parole. Hein, AIVI.org. Et alors, ça peut être complémentaire d'une démarche en individuel, parce que je pense que ça ne remplace pas. C'est-à-dire que faire partie d'un groupe de parole avec d'autres personnes victimes de viol ou d'inceste, ça ne remplace pas une thérapie individuelle. Non, puis c'est un peu compliqué pour moi d'en parler, on va dire, à une personne, alors que je sais que je commence à en mesurer vraiment l'importance. Donc, je me vois pas trop devant un groupe. C'est peut-être quelque chose que je serais apte à faire par le futur, mais là, pour le moment, ça me paraît quand même assez gros, quoi. Important à faire. Je sais pas comment dire. Alors vous verrez peut-être, mais de toute façon, si vous voulez, chaque histoire est unique. Donc après, en thérapie individuelle, on parle de soi vraiment, de son ressenti, vous voyez, il y a quelque chose où c'est soi, sa singularité qui est évoquée. Donc c'est ce qui est important. Ouais, ça me paraît... Il y a Florence qui dit il faut beaucoup de temps, de l'aide régulière. Votre ami devra vous soutenir. Toutes ces procédures sont lourdes, mais sûrement nécessaires pour un mieux-être, une libération pour un futur apaisé. Je vous envoie plein d'ondes positives. C'est vraiment gentil. Il y a Liliane aussi qui dit une thérapie est effectivement nécessaire et primordiale pour que vous soyez apaisé et pour que vous puissiez vivre votre vie de couple en belle harmonie. Courage et force, plein de force en vous. C'est toujours assez émouvant d'entendre les messages, mais c'est vrai que ça donne envie d'y réfléchir. Alors, il y a Emma aussi qui dit que si vous habitez en région parisienne, elle peut vous donner des adresses de centres de victimes où il y a des prises en charge en groupe ou en individuel. Je ne sais pas si c'est votre cas. Alors en fait, non, j'habite pas du tout en région parisienne, j'habite en province. Oui, parce qu'il y a l'hôpital Tenon à Paris notamment, où il y a un service spécialisé dans la prise en charge des victimes. Mais alors il y a effectivement, quelqu'un me parle de l'association SOS Inceste fondée par Eva Thomas, mais c'est pas un inceste là, hein, c'était non, c'est pas, on n'est pas dans un cas d'inceste. Oui, non, c'était le compagnon de votre mère, j'ai bien compris. C'était d'autant moins le cas qu'il a même pas vécu chez nous, il est venu régulièrement. Elle n'est plus avec lui. Non. Oui. Non, c'était vraiment quelqu'un on va dire, de passage, quoi. Oui, mais enfin, de toute façon, de passage, mais qui a
eu des conséquences dramatiques sur votre vie. Ah ouais, non, ça, il a Je reçois un message qui dit oui, cet homme doit être puni, j'ai été agressée, je n'ai pas porté plainte, à mon sens remuer le passé c'est si enlisé, j'essaie d'oublier. Alors, essayer d'oublier, c'est un mécanisme de défense qu'on peut comprendre, hein, qui est humain, qui est légitime, mais ça participe du refoulement, mais on ne peut pas oublier. Voilà, c'est pas faute d'avoir essayé en fait, et c'est des telles blessures en soi, ça ressurgit d'une façon ou d'une autre. Donc, il est important, au contraire, d'en parler. Alors oui, c'est douloureux d'aller mettre des mots sur quelque chose, sur quelque chose qui a été aussi traumatisant. Et pourtant, c'est ce qui va permettre à un moment qu'on va pouvoir prendre de la distance par rapport à ce traumatisme et faire que cela va avoir moins d'impact pathogène et pouvoir reprendre le cours de sa vie et pouvoir retrouver un élan vital et pouvoir arrêter l'autodestruction. Exactement. On a Chantal qui est avec nous justement, qui nous avait signalé les coordonnées de cette association. Bonsoir Chantal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous entendre parce que vous abordez souvent ce sujet qui est très douloureux et je trouve que toutes les jeunes femmes qui téléphonent ont beaucoup de courage déjà de le faire. Vraiment, et il faut les féliciter parce que c'est très difficile de pouvoir en parler, ne serait-ce qu'au téléphone. Et je me permettais de vous appeler ce soir pour vous parler de l'association d'Isabelle Aubry, qui elle-même a été victime de l'inceste, qui a eu le courage de porter plainte contre son agresseur et qui ensuite a créé son association. Alors je suis membre de cette association et c'est juste pour donner du courage à toutes ces jeunes femmes et la jeune femme que vous avez au bout du fil en ce moment, pour lui dire que il ne faut pas qu'elle ait peur au fond de prendre contact avec ces gens-là parce que c'est le premier pas qui compte, mais il n'est pas plus difficile de téléphoner à cette association qu'à Caroline Dublanche, voyez-vous. Et en revanche, le bénéfice est tel parce que vous y rencontrez essentiellement des victimes, des gens qui sont passés par les mêmes douleurs et la même souffrance. Et souvent, ça permet de briser la glace très vite. Et puis, dans ces groupes de parole, si vous décidez d'y participer un jour, il y en a essentiellement à Paris, mais je sais qu'il y en a à Lille et à Lyon aussi. Eh bien, là, vous êtes aussi encadré par des psychologues où vous pouvez avoir des conseils très concrets, des conseils juridiques, parce qu'on est très perdu lorsqu'on n'est pas juriste soi-même et qu'on est submergé déjà par sa propre histoire. Voilà, c'était juste pour vous passer ce message. Oui, c'est important par rapport justement à ce que vous disiez peut-être, Siana, sur le fait que vous vous sentez perdu par rapport à votre plainte et que vous ne savez plus là actuellement où ça en est, que vous n'avez pas de nouvelles. Donc tout ça, vous pourriez être rassuré aussi, ça vous le dites, sur un plan juridique. C'est vrai que aux associations de ce point de vue-là, c'est vrai que pourrait être... Et quand vous disiez, parce que j'ai eu un message disant que justement les groupes de parole, comment ça se passe? Il n'y a que que des victimes qui sont entre elles, ou c'est supervisé par des médecins, par des psychologues? Comment ça se passe? Oui, exactement. C'est-à-dire que les victimes ne sont pas exclusivement entre elles, parce que ce sont des sujets très douloureux, c'est très lourd. Et il faut parfois un peu cadrer les émotions aussi, et les canaliser, si ce n'est les cadrer. Donc, jamais, les victimes ne sont jamais seules. Mais en revanche... Oui, il y a quelqu'un d'un peu extérieur qui peut réguler, voilà. Oui. Comme vous-même, vous le faites à l'antenne, si vous voulez. En revanche, se retrouver avec d'autres victimes, ça allège le fardeau, parce qu'on voit qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est très important, de sortir de sa propre histoire et de s'apercevoir que malheureusement, on peut partager et on n'est pas jugé. Alors que très souvent, ces jeunes femmes sont jugées par leur famille, par leurs propres parents qui ne les croient pas, les mamans qui ne croient pas leurs filles. Ça, c'est la pire des douleurs. Hein. Bien souvent, c'est ce qui se passe. Alors que là, la plupart, malheureusement, sont passés par les mêmes souffrances et les victimes, vos interlocuteurs ou interlocutrices vous croient puisqu'elles sont passées par le même chemin douloureux. Et puis, il y a aussi des psychologues, bien sûr, qui vous aident. Et vous avez, à l'occasion,
des renseignements juridiques qui vous permettent un peu de naviguer dans ce maquis qui est très compliqué. On ne sait pas comment faire pour prendre un avocat et ensuite effectivement avoir accès au dossier. Et puis il y a quelques jours, vous aviez une jeune fille comme ça aussi au téléphone qui était très perdue et très angoissée parce que la date de son procès était dans 15 jours. Oui. Et je me souviens... Eléa, oui. Voilà, et vous lui disiez, mais prenez contact avec votre avocat très vite parce que le temps presse. Et la jeune fille était perdue et surtout paniquée de se retrouver face à son agresseur. Or là, c'est très important qu'on lui explique que si elle en a le courage, c'est extrêmement réparateur de pouvoir voir son agresseur en face, parce que c'est lui le coupable, ce n'est pas vous, la jeune fille ou la jeune femme, c'est lui l'agresseur qui est coupable, et vous n'êtes pas seul face à lui, parce que vous êtes quand même épaulé par votre avocat. Et vous en ressortez, évidemment que c'est très douloureuse et sur le moment extrêmement destructeur, mais vous en ressortez la tête haute parce que la société vous a rendu justice et vous a remise à votre place, à la place qui est la vôtre, qui est une place de victime. Et vous êtes une fois pour toutes déclarée victime face à la société, face à vos parents et même face à vous-même, pour bien vous en persuader. Est-ce que l'association peut se porter partie civile parfois auprès des victimes ? Ah, ça c'est une colle. Je ne peux pas vous le dire. En revanche, elle peut vous aider. Mais en revanche, je peux vous donner les coordonnées. Hein. Il y a des antennes dans toute la France ? Non, alors essentiellement à Paris, dans le 19e rue Édouard Pailleron. Ah, il n'y a pas forcément... Mais il y a un téléphone, en revanche, auquel vous pouvez téléphoner et qui, là, va vous donner tous les renseignements. Parce que... Mais donnez-le, oui, alors je veux bien, oui. C'est le 01. Si vous pouvez noter. On vous entend mal, hein, la Chantal, tout d'un coup. Le 01. Oui. 48. Oui. 93. 25. 96. 01 48 93 25 96 et donc c'est l'AIVI. AIVI. Voilà. Association internationale des victimes de l'inceste. C'est l'association créée par Isabelle Aubry qui d'ailleurs il y a des sondages actuellement dans la presse féminine pour savoir qui pourrait être élue femme de l'année. Isabelle Aubry est en bonne place. Alors, comme on parle aussi d'autres associations, il y a Elisa qui vient de m'envoyer un SMS en disant, à propos d'SOSinceste.org, elle dit que l'association aide toutes les victimes, car un inceste est pour elle tout abus par autorité, soit un adulte sur une enfant. Donc, parce que moi j'avais dit SOS Inceste, je pensais, sans connaître effectivement qu'il fallait un lien de sang avec l'enfant. Et Elisa me dit non, c'est adulte, non. Dans les faits, adulte ayant autorité. Donc alors, il y a également SOSinceste.org. Elisa nous dit, voilà, SOSinceste.org. Et puis il y a Juliette qui dit, il y a le numéro national Azur également qui est le numéro 08 et puis après il faut taper victime sur votre clavier donc avec les lettres, donc ça donne 08 10 09 86 09 08 10 09 86 09 ou si vous ne vous en souvenez pas, vous faites 08 et vous tapez victime avec un S. Voilà, et ça donnera. Et j'en rajoute, si vous le permettez, un dernier numéro qui est le numéro national, le 119. C'est le numéro des enfants en danger. Et là aussi, vous rencontrez quantité de gens qui sont tout à fait aptes à répondre à vos questions, parce que en général, ces faits se produisent pendant l'enfance de ces jeunes filles ou ces jeunes femmes, et un enfant peut téléphoner, un mineur peut téléphoner au 119. C'est important de le signaler aussi, ou l'entourage, ou les voisins. Parce que malheureusement, les voisins sont parfois, ou la famille, sont parfois trop silencieux dans ce genre de situation. C'est très compliqué parce qu'on sait que ça va bouleverser toute une famille. Lorsqu'on dénonce ce genre de fait, ça a beaucoup de conséquences, bien entendu. Mais en revanche, une fois de plus, on ne peut pas rester, à mon sens, silencieux. Ça n'est pas possible. Il faut toujours penser à la victime et que la victime sache qu'elle est dans son droit et qu'elle n'est pas responsable.
Alors voilà, je vous remercie infiniment de me permettre de passer à l'antenne, Caroline, parce que ça fait longtemps que je voulais intervenir, et ce sont des numéros que vous pouvez peut-être garder, puisque c'est terrible, mais on va, bien sûr qu'on va les garder, on est en train de tout noter. On est en train de me dire qu'effectivement, alors parce qu'on me donne tellement de numéros, que le numéro que j'ai cité, le numéro national Azur que m'a donné Juliette, est bon, hein, le numéro que j'ai donné est bon, mais effectivement, il y a également un autre numéro qui est le 08 victime avec un S, et ça c'est pas le 08 Azur, hein, il y a beaucoup de numéros qui ont été donnés, voilà, donc bon. Et je rajouterai une dernière chose, parce que vraiment c'est important là. Je parle de l'AIVI, mais on peut parler évidemment des autres associations. Toutes les bonnes volontés sont... Oui, c'est important, voilà, que chacun après pour s'y retrouver. Comme dit l'ami Tintin, de toute façon, il est important, Siana, de porter plainte, parce que cet homme, au fond, s'il n'a jamais été poursuivi, a pu recommencer sur d'autres enfants. Après tout, il a pu être allé avec d'autres femmes qui avaient d'autres enfants, et donc c'est important de mettre fin à ces agissements. Il y a un message qui me dit: j'ai porté plainte pour ma fille qui avait 13 ans pour viol. Elle a 28 ans maintenant, et elle m'a dit que c'était dans le coin de sa tête, et je culpabilise. Oui, c'est toujours compliqué effectivement pour les parents quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas su à ce moment-là protéger leurs enfants. C'est pas toujours simple non plus. Ils ont affaire avec cette culpabilité. En tout cas, Siana, je crois que faites-vous aider, trouvez peut-être contacter ces associations. Et auprès de ces associations, elles sauront aussi vous mettre en rapport, peut-être vous donner les coordonnées de thérapeutes qui pourront aussi vous soutenir. Bon courage à vous. Une dernière chose, si vous permettez. Une dernière chose, hein, Chantal, oui, très vraiment, vite. Une dernière. Il faut savoir que l'AIVI a tenu un congrès annuel, il y a des annales, et publie des livres. Si vous n'avez pas encore le courage, et ça se comprend, de prendre contact avec des groupes de parole, ce sont des tout petits livres qui sont très bien faits et qui vous expliquent comment parler de l'inceste autour de vous, en parler à vos parents, à votre famille. C'est très très bien fait. N'hésitez pas à prendre contact au moins par téléphone avec eux pour avoir accès à ces petits documents-là. Voilà, infiniment merci Caroline, et bon courage. Je vous en prie. Merci beaucoup, Chantal. Je voulais vous remercier d'avoir pris mon appel et de m'avoir permis de briser un peu le silence ce soir. Ça m'a fait du bien. J'ai tout noté, en tout cas, ce que vous m'avez dit. C'est ce que vous dit Boris aussi, continuez et ne vous taisez plus. Le plus dur est fait. Le plus dur, c'était d'avoir parlé et d'avoir osé porter plainte. Alors bonne chance à vous. Au revoir, Siana. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et comme le dit si bien le subversif, avec ou sans chaussettes noires, Schmoll aura toujours saison dans ses inflexions trémolantes, comme c'est bien dit. Violaine, elle revient sur le témoignage de Siana en disant mais n'y a-t-il pas des délais pour porter plainte? Oui, bien sûr, il y a des délais de prescription. Je crois, je ne suis pas juriste, mais que dans les cas de viol, c'est 10 ans. C'est 10 ans à partir de, c'est-à-dire que les victimes ont jusqu'à 28 ans, hein, à partir de la majorité. Donc elles peuvent, Siana a 24 ans, elle pouvait porter plainte jusqu'à ses 28 ans. Voilà. Et puis dans les cas d'attouchement, je pense que c'est différent. Mais en tout cas, dans les cas de viol, les victimes peuvent porter plainte jusqu'à 28 ans, même pour des faits qui remontent à la petite enfance. On va accueillir maintenant Jeanne. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jeanne. C'est la première fois que j'appelle, alors je suis un petit peu intimidée. Bah écoutez, je suis ravie de vous entendre. Il faut faire un vœu alors. Oui. Pour les premières fois. Et quand même, il y a longtemps que je voulais vous appeler, parce qu'il y a longtemps que je vous écoute. Et je voulais d'abord vous remercier pour votre émission, parce que franchement, c'est formidable, je trouve, malgré les choses très dures qu'on entend quelquefois. Hein.
Mais ceux-là m'aident beaucoup le soir. Je vous écoute tous les jours. Mais merci beaucoup. Et ceux-là m'aident beaucoup. Je vous jure, franchement, j'ai du mal quand je vois le week-end arriver. Vous voyez, que je sais qu'il n'y a pas l'émission. Bon, en fait, j'entends parler beaucoup de solitude. Oui. J'appelais un peu pour ça en même temps, parce que moi, je vis ça, la solitude, depuis un bon moment. Ça fait 15 ans que j'ai perdu mon mari. Oui. Bon, c'est vrai que j'ai du mal aussi à supporter. Hein. J'ai toujours du mal. Ça fait 15 ans, mais j'ai toujours du mal à être seule. Oui. Et je suis pas tellement entourée. Je vois pas beaucoup mes enfants. Donc, j'assume tout toute seule pour l'instant, malgré mon âge. Oui. Je sais pas si vous avez vu mon âge. Oui, je l'ai sur ma fiche, mais on ne dit pas l'âge des dames, hein. C'est pas très élégant. Enfin, malgré mon âge, j'assume tout toute seule. Vous pouvez le dire si vous le souhaitez, mais... Oh non, mais ça ne me dérangerait pas, mais... Vous avez 85 ans, voilà. Jeanne. Oui. Hein, j'assume tout toute seule pour l'instant. C'est formidable, oui. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal parce que j'ai des journées quand même que je suis très seule, tout ça. Mais enfin, c'est pas grave. Faut bien s'y faire. Hein. Je suis pas la seule, je pense, dans ce cas-là. Et malgré que j'ai encore un tout petit peu d'activité, malgré mon âge, vous voyez, je vais encore à la piscine. Oh, c'est formidable, ça. Je vais encore à l'aquagym. Ah, c'est génial. Et là, est-ce que vous avez... Alors, à l'aquagym, il y a des gens qui y vont régulièrement aussi. Ah oui. Il y a un peu toujours les mêmes, j'imagine. Ah oui, je fais partie d'un club. Oui. Oui, donc j'ai quand même un peu d'amis, vous voyez. Oui, vous les voyez parfois un peu en dehors de l'aquagym? Oui, un petit peu. J'ai des amis que je vois un petit peu de temps en temps quand même. Hein. Oui, c'est bien, ça vous maintient en forme, ça. Ah vous savez, j'ai fait beaucoup de sport. Toute ma vie, j'ai fait du sport. Oh ça, je m'en doute, parce que pour continuer à aller à l'aquagym à 85 ans, vous avez dû être une grande sportive, oui. J'ai fait beaucoup de gymnastique, j'ai fait beaucoup de balades en forêt. Avec mon mari, on aimait beaucoup marcher à la campagne. On marchait tout le temps. Vous voyez, on avait toujours un chien et on allait balader notre chien. On était toujours à la campagne. Du reste, ça me manque beaucoup, ça. Ah oui, mais ça c'est formidable de continuer. Et même par ces temps là de froidure et tout, vous continuez, vous enfilez votre maillot de bain. Ce matin, vous y êtes allé? Oui, ce matin, je suis encore allée à l'aquagym. Oui. Quel courage! Vous savez, bien couverte, on n'est pas malade, on craint rien. Hein. Oui, une fois qu'on est dans l'eau, mais il faut... Oh là là... Il faut être en forme, hein, il faut aimer ça. Ah oui, parce qu'il faut avoir envie de se dévêtir, là, en ce moment. Oui, des fois, on est obligé de se pousser quand même. Hein, oui, ça... Moi, j'ai toujours aimé l'eau, alors bon... Ça me fait tellement du bien que je me force à y aller. Oui, mais ça, certainement, ça doit vous faire beaucoup de bien. Ah oui, beaucoup, énormément. Oui. Bon, Caroline, en même temps, je ne vais pas être trop longue parce que je vois l'heure qui tourne. Hein, et je vous appelais en même temps pour quelque chose. J'étais très contrariée, là, parce que j'ai ma petite fille qui va se marier au mois de juin. Bon, j'aurais dû être heureuse, en fait. Hein. Et je suis contrariée, finalement, parce que, j'ai 2 garçons. Oui. J'ai ma fille et 2 garçons. Donc, c'est la fille de ma fille qui va se marier. Mais alors, je suis déçue parce que mes garçons ne sont pas invités. Je suis très déçue. Pourquoi elle ne les invite pas? C'est-à-dire, elle a trouvé comme prétexte, parce que elle m'a dit, tout de suite, parce que son futur mari, donc, pour l'instant, ils ne sont pas encore mariés. Oui. Il est guadeloupéen, et il paraît qu'il a beaucoup d'oncles. Et comme ils ne peuvent pas inviter les oncles de son côté, on n'a pas invité les oncles de l'autre côté non plus. Ah, oui. Enfin, ça me déçoit. Ah oui, d'accord, Donc ils vont faire ça dans un mariage restreint, finalement. Non, c'est un beau petit mariage, hein. C'est un beau petit mariage. Vous allez quand même être assez nombreux? Ah oui, une quarantaine. Oui. Je trouve que c'est déjà pas mal. Oui. Mais en fait, il y a pas les oncles et les tantes. Non, il y aura pas les oncles et les tantes. Ah oui, pour que ça soit équitable. Ça me déçoit parce que mes fils, ils sont près de ma petite fille quand même. Ils l'ont vu naître, ils l'ont vu grandir. Que les oncles du côté de son... Et ils peuvent pas aller un petit peu au lunch avant, quand même, avant la mairie, même s'ils viennent pas au dîner? Invités, du tout. Oh, il y aurait peut-être un petit compromis à trouver quand même. Peut-être dire qu'ils aillent un peu au lunch, même s'ils vont pas au dîner.
Il y a peut-être un petit truc. Les garçons m'ont dit, ça nous dérange pas, on s'en fiche complètement, mais c'est moi que ça touche. Bon, il faudrait qu'on en reparle avant, parce que là, c'est la fin de l'émission, oui. Jeanne. Je dois vous quitter, mais rappelez-moi un soir et on en parlera avant que votre petite fille se marie, d'accord? Je vous embrasse. À bientôt. Ben, je crois, on en reparle. On en reparle. On en reparle, Jeanne. Il faut que je vous quitte. Ne raccrochez pas, on va voir quand. Juste un message avant, Juliette et quelqu'un me dit également que maintenant pour les agressions sexuelles c'est 20 ans après la majorité que l'on peut porter plainte. Très belle nuit à vous, je vous embrasse, il est 1h, vous écoutez Europe 1, l'heure des informations présentée par Émilie Bonneau.